Qui n'aime pas une belle histoire de retour glorieux? Le retour en grâce d'un homme déchu est l'un des outils scénaristiques les plus attractifs au monde, mais les beaux comebacks n'arrivent pas que dans les films. Comme dans tous les sports, le MMA a connu son lot de retours réussis. De Randy Couture à Georges Saint-Pierre, en passant par notre seigneur à tous Dominique Cruz, il y a de multiples exemples de combattants revenant après une longue période de pause et qui ont su se hisser de nouveau jusqu'au sommet du sport. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas droit à son conte de fées, et il y a bien des instances de combattants qui se sont vus trop beaux et ont mordu la poussière lorsqu'ils ont tenté de remettre les gants. On le sait, les combattants ont tendance à ne pas être capables de s'arrêter et beaucoup d'athlètes ont un rapport addictif au combat. Pour un fan de MMA, il n'y a pas grand chose de plus triste que de voir une ancienne gloire du sport se faire massacrer, et je ne vais pas élaborer sur la Global Fight League, mais on est potentiellement sur le point de voir beaucoup de légendes finir dans un sale état. Mais aujourd'hui, on ne va pas se concentrer sur les ligues mineures, mais bien sur ceux qui ont fait leur retour contre des adversaires de haut niveau et qui se sont rendus compte que le temps n'allait pas dans leur sens. Vous êtes sur la chaîne des Journeymen et voilà 10 combattants qui ont fait un retour désastreux. Numéro 10, Henry Cejudo. On commence cette liste en douceur avec un combattant toujours en activité qui va d'ailleurs combattre ce week-end. Henry Cejudo est un de ceux qui avait pris sa retraite alors qu'il était au sommet du MMA mondial. L'ancien champion olympique a quitté le sport en 2020 alors qu'il venait de défendre sa ceinture des poids coqs. Il était évident à l'époque que Triple C avait encore beaucoup à offrir dans l'octogone, mais après être devenu double champion du monde, il avait accompli ce dont tous les combattants rêvent et il affirmait qu'il avait réalisé tout ce pourquoi il s'était lancé dans le MMA. L'histoire était belle pour Henry, médaillé d'or aux Jeux Olympiques, 2 ceintures de l'UFC et des victoires contre Demetrius Johnson et Dominique Cruz, 2 hommes qui étaient vastement considérés comme les GOAT de leurs divisions respectives. Assurément l'un des artistes martiaux les plus accomplis de tous les temps, son statut était cimenté et rien ne pouvait plus altérer son héritage. Mais même si Triple C ne combattait plus, il n'a jamais vraiment quitté le MMA. Toujours présent dans certains coins et continuant de s'entraîner, il a confessé plusieurs fois au cours des années que la compétition lui manquait. Il faut dire qu'il avait passé sa vie sur le tapis de lutte et qu'être un athlète était un peu tout ce qu'il avait connu. C'est donc sans surprise que Cejudo a fini par faire son retour en 2023. Du fait de son statut et d'une période de creux chez les poids coqs, il a immédiatement obtenu une chance à la ceinture d'Aljamain Sterling. Malgré un combat compétitif, il a perdu contre le Funk Master, puis contre son coéquipier Merab Dvalishvili quelques mois plus tard. Un retour loin de ses meilleures heures et il est impératif pour lui de battre Song Yadong ce week-end s'il veut espérer sortir la tête de l'eau. Numéro 9, Stipe Miocic. Ce qui m'a fait le plus mal dans le dernier combat de Stipe, c'est à quel point personne ne voulait vraiment de lui dans le combat et à quel point l'UFC lui a manqué de respect en ne préparant rien de spécial pour sa retraite. Stipe est sorti par la toute petite porte alors qu'il avait quitté le sport avec sa réputation intacte il y a quelques années. Après sa défaite contre Francis Ngannou, il n'a pas combattu pendant 3 ans, préférant se consacrer à sa vie de pompier et de son propre aveu, il avait un peu fait une croix sur le MMA. Mais lorsque l'UFC est venu toquer à sa porte pour un dernier combat contre John Jones, l'opportunité financière était trop belle pour lui. Lors des apparitions médiatiques, sa vieillesse apparente a frappé plus d'un fan. Stipe était visiblement impacté par une vie entière dédiée au combat et cela ne laissait pas trop optimiste sur ses chances pour l'UFC 309. Il n'y a pas eu de surprise au Madison Square Garden, John Jones a mis Stipe KO dans la 3e reprise et celui que beaucoup considèrent comme le plus grand poids lourd de l'histoire est sorti par une toute petite porte. Je ne crois pas que ce combat heurte vraiment la perception qu'ont les fans de lui, mais il aurait sûrement pu éviter cette apparition qui n'a pas vraiment aidé sa carrière. Numéro 8, Conor McGregor. Je ne prends pas trop de risques en suggérant qu'on ne verra plus jamais Conor McGregor dans l'octogone. Le déclin physique et mental de l'Irlandais est d'autant plus désespérant qu'il a lieu quotidiennement devant nos yeux et je frissonne de malaise un peu plus à chaque apparition publique du Notorious. Mais si je devais pointer le moment où tout a basculé pour lui, je citerais immédiatement son retour en 2018 pour affronter Khabib. Cela faisait près de 2 années que McGregor n'était plus apparu dans l'octogone, occupé à des activités un peu plus lucratives que ça, mais en plus de combattre pour une ceinture qu'il n'avait jamais perdue, son combat contre Khabib était personnel, presque intime. Les mois menant à l'affrontement ont mis en lumière les changements dans l'attitude de Conor. Le trash talk n'était plus humoristique et son attitude n'était plus apaisée. Conor est arrivé avec véhémence à l'UFC 229 et Khabib l'a soumis dans le 4e round. Ce n'était pas une mauvaise performance de l'Irlandais. Je serais d'ailleurs prêt à argumenter qu'il a été le combat le plus difficile et compétitif de la carrière de Khabib, mais c'est plus ce que la défaite lui a causé qui me fait penser qu'il aurait été mieux pour lui de s'arrêter lorsqu'il était encore au sommet avec sa réputation intacte. Bien sûr, Conor a continué à faire beaucoup d'argent en combattant, mais il semble que la fin a disparu depuis longtemps. Ce qu'on voit de McGregor de nos jours est selon moi la conséquence de cette défaite contre Khabib, contre qui il avait engagé encore plus de trash talk qu'à l'accoutumée et contre qui il a probablement perdu le plus. Numéro 7, Ronda Rousey.
La présence de Randa sur cette liste est une technicalité parce qu'elle n'a pas été absente si longtemps que ça avant sa dernière apparition. Mais avant de revenir contre Amanda Nunes, il semblait bien que Randa en avait fini avec le MMA. La défaite de Rowdy contre Holly Holm a complètement brisé la championne. Après être devenue une superstar mondiale en empilant les succès, elle a dû affronter le penchant inverse de toute cette attention et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a eu beaucoup de mal à faire face à toute cette pression. Elle a essayé en vain d'échapper au battage médiatique et elle a confessé au début de l'année 2016 qu'elle avait considéré mettre fin à ses jours. Une déclaration dramatique qui renseignait grandement sur son état mental de l'époque. Quand son retour a été annoncé pour l'UFC 207, la réaction des fans était très mitigée. Certains étaient ravis de revoir une si grande combattante, mais pour beaucoup, il y avait de l'inquiétude autour de Randa qui avait continué à multiplier les apparitions médiatiques complexes et ne semblait pas être en état mental de combattre. C'est cette seconde moitié de fans qui auront fini par avoir raison. Randa s'est fait mettre KO par Nunes en moins d'1 minute et le divorce déjà entamé de Rowdy avec le MMA s'est consumé en un instant. Je sais que beaucoup de personnes ont retourné leur veste sur AOZ dû à certaines de ses déclarations après la fin de sa carrière, mais en regardant certaines interviews, j'ai du mal à ressentir autre chose que de la tristesse pour elle. Il n'est pas indécent d'affirmer que son retour était une erreur et qu'elle aurait probablement dû laisser le MMA derrière elle après son combat contre Holly Holm. Numéro 6, Nick Diaz. La suspension de 5 ans de Nick Diaz pour usage de marijuana reste à ce jour l'une des décisions commissionnaires les plus scandaleuses de l'histoire du MMA. Certes, cette suspension a été réduite quelques temps après, mais il semblait que Nick en avait fini avec le MMA en 2015 et on ne l'a pas revu dans un octogone pendant plus de 6 ans. Non seulement il n'avait plus très envie de combattre, mais il faut aussi dire que Diaz ne semble pas être le combattant le plus simple à gérer, une caractéristique qui circule dans sa fratrie d'ailleurs. Mais quand un retour officiel pour Nick a été annoncé, tout le monde s'est emballé. Il faut dire qu'il avait quitté l'UFC en étant un combattant de très haut niveau, qu'il était très apprécié des fans et tout le monde s'est un peu accroché au souvenir idyllique qu'il avait du bad boy de Stockton. Mais dans les semaines menant en combat, c'est un tout autre visage de Nick qui est apparu devant les fans. Il a confessé qu'il n'était de retour que parce qu'il devait encore de l'argent à la commission californienne et il a répété plusieurs fois que si ça ne tenait qu'à lui, il n'aurait pas combattu du tout. Le public était de moins en moins convaincu que son combat contre Robbie Lawler allait bien tourner et pour le coup, tout le monde a eu raison. Loin d'être dans une bonne forme physique, Nick a tout simplement laissé tomber au début du 3e round, incapable de reprendre le combat, mais cela semblait bien plus mental que physique. Une triste image pour un homme si apprécié des fans et cela n'allait pas s'arranger. Nick devait de nouveau combattre contre Vicente Luque l'année dernière, mais il s'est retiré de l'affrontement. J'espère de tout cœur qu'on ne verra plus jamais Nick Diaz dans l'octogone et qu'il est en train de gérer ses problèmes personnels quels qu'ils soient. Numéro 5, Tank Abbott. Tank Abbott représente une vision assez archaïque du MMA. Il fut l'un des piliers des premières heures de l'UFC et son physique de routier ne doit pas faire oublier qu'il a été jusqu'en finale du tournoi de l'UFC 6 et qu'il a même combattu pour la ceinture des poids lourds contre Maurice Smith. On se rappelle d'ailleurs qu'il était au bar de l'hôtel la veille de son combat de titre en train de descendre des bières. Bref, c'était une autre époque, mais aussi marrant avait-il l'air d'être, il n'était vastement qu'un pilier de bar dont le style de combat était en corrélation avec le physique. Un bagarreur bourrin qui n'avait peur de rien, toujours prêt à se lancer dans la mêlée. C'est sans surprise qu'il a décidé de quitter un MMA qui commençait à devenir un peu trop sérieux pour lui après sa défaite par KO contre Pedro Rizzo à l'UFC Brésil. Mais alors que le sport a continué à prendre de l'ampleur, la légende de Tank Abbott a continué de se construire alors qu'il avait rangé les gants. Il est devenu encore plus populaire qu'il ne l'était pendant ses heures de combat et les offres ont commencé à pleuvoir pour un retour. Longtemps réticent à refouler l'octogone, il a fini par accepter de revenir en 2003, près de 5 ans après sa dernière apparition pour affronter Frank Mir. Complètement dépassé par l'évolution du sport et visiblement encore plus hors de forme qu'il ne le fut par le passé, il s'est fait finir 3 fois la même année par une nouvelle génération de combattants. Ce qui devait être un retour sympathique pour faire plaisir aux fans s'est transformé en boucherie et Tank a continué de combattre hors de l'UFC, mangeant 5 KO de plus avant de définitivement ranger les gants en 2013. Numéro 4, Cain Velasquez. Ce sont les blessures à répétition qui ont fini par avoir raison de Cain Velasquez. Alors qu'il devait combattre pour la ceinture de l'UFC lors de l'UFC 207, il a été déclaré inapte par le corps médical à combattre dû à des problèmes osseux dans son dos. Il semblait alors qu'on ne verrait plus jamais l'ancien champion du monde dans l'octogone. Mais près de 3 ans après son dernier combat, la commission de l'Arizona a autorisé Velasquez à faire son retour et l'UFC ne lui a pas vraiment fait de cadeau pour l'occasion en le programmant contre Francis Ngannou. Francis venait de mettre un KO monstrueux à Curtis Blade en Chine et même s'il avait connu ses premiers revers en carrière l'année passée, il semblait être une force un peu trop imposante pour un combat de retour de Velasquez. Et pour le coup, ça n'a pas loupé. Francis a complètement séché Cain en moins de 30 secondes, ramenant certains fans à la réalité sur ce que sont les longues périodes de pause. Cain ne fera plus jamais d'apparition dans l'octogone et en toute honnêteté, il aurait même pu se passer de celle-là aussi. Il s'en est allé vers la WWE pour un court passage avant de complètement se retirer de l'industrie. Il est depuis au milieu d'une affaire de tentative de meurtre dont le prochain développement va intervenir le 24 mars 2025. Numéro 3, Mark Kerr.
L'histoire de la fin de Mark Kerr est un petit peu tragique. Elle sera d'ailleurs prochainement racontée dans un biopic dans lequel son rôle sera joué par The Rock Dwayne Johnson. En quelques mots, Mark a continué sa carrière bien trop longtemps et sa vie personnelle a été grandement altérée par une addiction aux antidouleurs. Ces informations rendent encore plus tristes les circonstances de son retour. Alors qu'il avait annoncé se mettre en retraite du MMA après sa défaite contre Ify au Pride 15, Mark a pris la terrible décision de revenir 3 ans plus tard au Japon, notamment par nécessité financière. Mais cette motivation va rarement de pair avec de bons résultats sportifs et c'est un Mark Kerr démotivé qui a fait son retour. Il s'est embarqué dans une série de défaites très brutales, ne remportant que 2 de ses 10 combats suivants et se faisant finir 8 fois. Sa dernière apparition étant un terrible combat au M1 Global en 2009 contre King Mo, lors duquel il était évident que Mark n'avait plus rien à offrir que son nom au sport. L'image de Kerr allongé sur son ventre, subissant les assauts de son adversaire, servant de rappel de la cruauté du MMA. Son retour contre Yoshihisa Yamamoto en 2004 était une mauvaise idée qui a amorcé l'une des carrières les plus crève-cœur de l'histoire de notre sport. Numéro 2, Wanderlei Silva. Il y a eu un avant et un après Pride pour Wanderlei Silva. Lorsque le Brésilien a fait ses débuts à l'UFC, il avait déjà eu une carrière légendaire au Japon et même s'il était toujours compétitif, il n'était plus au sommet de son art. Il faut dire qu'il allait être compliqué pour lui d'égaler son passage au Pride. Après tout, il a été champion des poids moyens, il a eu des records de défense de ceinture et il a remporté un grand prix en 2003. À l'UFC en revanche, les choses se sont un petit peu moins bien placées pour lui. Il n'a pas remporté de ceinture, il a enchaîné les défaites et malgré quelques coups d'éclat, son passage dans la promotion numéro 1 pourrait être qualifié d'oubliable à certains égards. C'est suite à des désaccords contractuels avec l'UFC que sa carrière est arrivée à son terme. Il n'a pas eu de combat d'adieu à proprement parler, mais suite à des négociations avec le Rizin qu'il n'avait pas le droit d'entamer, la situation est restée au point mort pendant quelques temps. Mais en 2016, 3 années après son dernier combat, il est annoncé qu'il a signé un contrat avec le Bellator. Une année supplémentaire s'écoule sans qu'on ait d'informations et de nulle part, un combat contre Chael Sonnen est officialisé. À 41 ans et dans une condition physique plus que discutable, Wanderlei a fait son retour dans l'octogone et s'est fait complètement massacrer. Mais il ne s'est pas arrêté là, affrontant Rampage Jackson quelques mois plus tard et se faisant mettre KO brutalement. 2 apparitions complètement inutiles qui ont mis en évidence la dégradation physique de Silva et ont confirmé qu'il aurait bien fait de rester loin du sport à jamais. Numéro 1, Ken Shamrock. Ken Shamrock est un personnage très particulier. Lorsqu'il a fait ses débuts dans le sport de combat, il a essayé d'imposer son image ultra virile d'un homme dur et sans faille. Je ne vais pas mentir, certaines de ses interviews de l'époque ont très mal vieilli et il a un petit peu l'air ridicule maintenant, mais il avait une vibe très particulière empruntée au catch et c'était des standards très différents. Ken a une place toute particulière dans la liste parce qu'il a fait plusieurs retours qui se sont mal passés de 2000 jusqu'à 2016. Après une belle carrière qu'il a vu les jouer les premiers rôles au Pancras puis à l'UFC, il s'en est allé à la WWE dans ce qui semblait être un changement mettant fin à sa carrière de combattant de MMA. C'est ce qui semblait en tout cas, mais Ken a fait son premier retour en 2000 durant lequel il est vite devenu clair que son style était complètement dépassé. Malgré des défaites à répétition, il a persisté, enchaînant les retraites puis retours avec des défaites par KO jusqu'à ce qui semble être son point de rupture en 2010, une nouvelle défaite par KO en Afrique du Sud qui semblait sonner le glas de la carrière de Ken, mais ça, c'était mal le connaître. En 2015, 5 ans après son dernier combat dans lequel il avait déjà eu l'air catastrophique et à 51 ans, Ken Shamrock fait son retour au Bellator pour affronter Kimbo Slice. Il se fait massacrer par Kimbo, puis par Royce Gracie la même année, avant d'enfin d'entendre la raison et de définitivement quitter le monde du MMA. On ne l'a pas revu depuis, mais pour être honnête, je guette les annonces du GFL avec beaucoup de crainte. Un combattant qui a concouru 20 ans de trop en nous infligeant sa présence laphantique à chaque fois qu'il le pouvait. Avant de vous quitter, je vous remercie déjà de regarder la vidéo jusque-là. Je voudrais vous parler très rapidement du Glory 98 qui se tient ce week-end à Rotterdam. Je travaille pour le Glory comme certains le savent et je serai en déplacement toute la semaine pour le show. On a une très belle carte avec le retour du légendaire poids lourd Jamal Ben Sadik et un combat pour la ceinture des poids welter entre Chico Kwasi et Théodore Hirstoff. Côté français, on a 3 combattants sur la carte. Matan Chouanoir qui fait ses débuts chez les poids plumes contre le numéro 3 mondial Denis Wozik. Et on a aussi Media Itelach et Bobo Sacco qui ont fait leur début au Glory l'année dernière, qui sont tous les deux invaincus et qui sont sur une vraie pente ascendante. Il y a d'autres francophones sur la carte, Ismaël Ayadi, Soufiane El Amouchi qui ont aussi fait leur début l'année dernière. Bref, la soirée se tient ce 22 février, c'est sur DAZN pour ceux qui veulent le suivre. La carte principale c'est à partir de 20h. La carte préliminaire en revanche elle est disponible gratuitement sur la chaîne YouTube du Glory et ça commence à 18h. Tous nos combattants français et francophones combattent dessus, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder, c'est une très belle carte et ça vaut le coup. En tout cas, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, dites-moi si vous allez regarder, si voilà. Et pour les autres, écoutez, on se reparle bientôt pour continuer à parler de MMA et je vous souhaite à tous une bonne semaine. Salut les gars.